Bonjour à tous, bienvenue dans la chambre des physiciens, c'est Captain Compton et Lay qui vous retrouve. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, cette fois on va parler un peu de la radioactivité avec, je vous laisse vous présenter. Emmanuel Busato, bonjour. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du labo dans lequel vous travaillez et de quels sont vos sujets de travaux? Alors moi je travaille au laboratoire de physique de Clermont, LPCA, qui est un laboratoire dans lequel différentes recherches dans le domaine de la physique des particules et de ses applications sont conduites. Voilà. Moi je suis physicien des particules de formation, enseignant-chercheur à l'université en Auvergne, et alors j'ai touché à différents domaines dans le cours de ma carrière. J'ai commencé pendant 10 et quelques années à travailler sur la physique des particules élémentaires, et je suis ensuite passé sur quelques applications des techniques de physique des particules dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'environnement, en lien avec la radioactivité. Voilà, je travaille autour de la radioactivité et de ses utilisations dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ce qui tombe bien finalement, parce que dans le dernier épisode, on a pu parler des particules élémentaires et de tout ce qui est accélérateur de particules, par exemple le CERN. Et on se demandait beaucoup en fait, ce qu'elles étaient des applications techniques qu'on pouvait avoir dans la vie de tous les jours. Donc vous avez parlé du côté médical et du côté environnemental. Le côté médical, ça consiste en quoi? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui peuvent arriver? Ouais, alors déjà, les applications médicales de la physique des particules et de la physique nucléaire, en général, sont très nombreuses et ont commencé à voir le jour il y a déjà assez longtemps. Les premières applications ont eu lieu tout de suite après que les rayons X aient été découverts à la fin du 19e siècle. Très vite, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait imager l'intérieur du corps humain grâce à ces rayons-là et aux techniques qu'on avait de détection de ces rayonnements. Donc très vite, les techniques de radiographie ont vu le jour, puis les techniques d'imagerie médicale se sont perfectionnées vers les techniques modernes, on pourrait dire, qui sont celles basées sur les techniques de scanner, basées sur les techniques de médecine nucléaire et de radiothérapie, pour ce qui est des thérapies des cancers notamment. Donc énormément d'applications de la physique des particules dans le domaine médical, à la fois dans le domaine du diagnostic, pour comprendre l'intérieur du corps humain, pour comprendre les pathologies, et dans le domaine de la thérapie, pour traiter ces pathologies. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la radioactivité pour pouvoir mieux comprendre ce sur quoi vous avez travaillé? Alors la radioactivité, c'est un processus nucléaire par lequel le noyau d'un atome se transforme en un autre noyau. L'atome change ainsi de nature, on peut passer d'un atome de départ à un atome qu'on pourrait appeler l'atome fils, l'atome qui est issu du processus de radioactivité. Et c'est un processus qui est très courant dans la nature. Il y a de la radioactivité un peu partout, où que l'on regarde. Il y a des matériaux qui sont radioactifs. Naturellement, il y a aussi une radioactivité artificielle que l'on peut créer en laboratoire et qui trouve d'ailleurs beaucoup d'applications dans le domaine médical. Et on la voit souvent, la radioactivité, comme quelque chose d'un peu mauvais pour l'homme. Alors, sauf dans les années 1920 où ça a été un peu particulier, on a eu beaucoup d'objets justement radioactifs qui ont vu le jour. Mais désormais, on voit ça un peu comme quelque chose de mauvais. Pourtant, on sait qu'il y a des pays de l'Est qui utilisent encore des grottes assez radioactives pour faire des cures. Et du coup, où se place le danger? Le danger plutôt, disons, qui soit mesuré, pas un danger qui soit imaginé. À quel moment s'arrête le mythe du danger de la radioactivité et le début du réel danger? Eh ben, c'est précisément là où se situe une bonne partie de notre travail. La communauté des chercheurs qui travaillent sur la radioactivité vise à évaluer ces choses-là de manière assez précise. Dans le domaine de la radioactivité, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines où on a des substances qui peuvent à petite dose être inoffensives et à partir d'une certaine dose présenter un certain niveau de toxicité. Donc la radioactivité présente des dangers qui sont... Alors déjà, elle peut ne pas en présenter ou en présenter, donc en fonction de la dose à laquelle on est exposé. Tout est une question de dose, j'ai envie de dire.
Comme finalement dans notre vie de tous les jours avec le sucre, le sel ou même le café. Exactement. On sait qu'à partir d'une certaine dose, la radioactivité est dangereuse, les effets sont avérés, étudiés depuis longtemps. On sait que voilà, il peut y avoir des dommages irréversibles qui sont causés à cause de la radioactivité à partir d'une certaine dose. En dessous de cette dose-là, la situation est beaucoup moins claire. L'essentiel des études actuellement porte sur ce domaine-là, on va dire le domaine des faibles doses, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour évaluer de manière précise quels sont les effets et quel est le niveau de gravité de ces effets. Comment est-ce que vous procédez, par exemple, pour faire des expériences sur la radioactivité, par exemple dans l'environnement, pour avoir une idée de quelles concentrations sont présentes dans un environnement, à quel point elles sont dangereuses, que ce soit pour nous ou pour d'autres espèces? Comment est-ce que ça se passe, toutes ces expériences? Alors c'est une vaste question. Déjà, comment est-ce qu'on mesure la radioactivité? Comment est-ce qu'on la quantifie? Alors, la radioactivité, ce processus de transformation du noyau atomique dont on parlait précédemment, en fait, il s'accompagne de l'émission de rayonnement. À chaque fois qu'une radioactivité, qu'une décroissance radioactive, comme on dit, se produit, des rayonnements sont émis. Et en fait, ces rayonnements, on sait les mesurer. Il y a des instruments dédiés, des détecteurs de particules. C'est précisément un des domaines dans lequel la physique des particules apporte énormément, puisqu'elle apporte des techniques de détection qui permettent de mesurer ces rayonnements et donc d'accéder à la radioactivité qui en est à l'origine. Et donc on mesure la radioactivité à travers ces rayonnements, ce qui nous permet de quantifier dans un morceau de matière donnée combien d'éléments radioactifs sont présents. Et à partir de ça, de situer cet échantillon, on va dire cet échantillon radioactif, de le situer sur une échelle de toxicité. Si Et malgré tous ces dangers, on voit que la radioactivité présente dans la nature, ça veut dire qu'elle doit avoir des bienfaits du coup pour la nature, en tout cas dans son fonctionnement. Et donc, quels sont ces bienfaits et comment fonctionnent-ils si jamais on les connaît? Alors, ces bienfaits, ça dépend les bienfaits auprès de qui en fait, hein, parce que déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la radioactivité est déjà responsable en grande partie des dynamiques terrestres. La Terre contient un ensemble d'éléments radioactifs en son sein. Ces éléments radioactifs, lorsqu'ils se désintègrent par radioactivité, ils produisent une petite quantité de chaleur. La désintégration de cet ensemble d'éléments radioactifs finit par dégager une quantité de chaleur qui est très importante, quantité de chaleur qui est à l'origine de la convection du manteau, par exemple, du manteau terrestre, qui est à l'origine de la dérive des continents, qui est à l'origine du volcanisme. Donc déjà, la radioactivité est la cause de ces choses-là, ce qui est déjà significatif. La dynamique terrestre, la forme de la Terre, le fait que la Terre dégage de la chaleur, le fait qu'il y ait une géothermie associée à ça, c'est déjà quelque chose qui est très significatif. Vous parlez des bienfaits, la géothermie, on pourrait dire que voilà, c'est une ressource énergétique qui peut être utilisée et mise à profit et qui provient directement de la radioactivité. Et donc du coup, ce serait une énergie qu'on pourrait récupérer facilement, par exemple avec des pompes à chaleur ou autre. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui est fait, hein, dans certains cas, d'aller creuser des trous dans le sol pour récupérer la chaleur qui provient des désintégrations radioactives et utiliser cette chaleur pour nos différents besoins. C'est un peu plus orienté, mais du coup, je pense qu'avec cette radioactivité, on peut, entre guillemets, dater des événements terrestres, on peut pouvoir reconstituer un peu l'histoire de la Terre. Oui, la radioactivité, ça a complètement révolutionné en fait la compréhension qu'on a du système Terre. Non seulement c'est à l'origine des dynamiques terrestres qu'on vient de mentionner, c'est aussi quelque chose qui est à l'origine d'une révolution dans la compréhension qu'on a du système Terre. La radioactivité, en fait, en plus d'émettre les rayonnements dont on parlait précédemment, en plus de dégager de la chaleur, c'est quelque chose qui se fait avec une temporalité qui est connue. Le temps que met un noyau radioactif pour se transformer par radioactivité, il est connu. Alors, chaque noyau
pris individuellement, on ne peut pas prédire quand est-ce qu'il va se désintégrer, mais on sait qu'en moyenne, il se désintégrera au bout d'un temps qui est connu. La connaissance de ce temps a permis de mettre en place tout un arsenal de techniques de datation qui ont permis effectivement de dater les événements importants du système Terre, à commencer par la formation de la Terre, puis par exemple par la séparation du noyau et du manteau terrestre, on peut dater aussi grâce à des techniques radioactives, puis la datation des aires géologiques, et aussi trouve son origine dans les méthodes de datation radioactive, et ainsi de suite. Voilà. La radioactivité permet vraiment de connaître l'histoire en fait, de la Terre. Du coup, moi j'ai deux questions qui me viennent en tête assez rapidement. On connaît la datation au carbone 14, il y en a beaucoup d'autres techniques comme celle-ci? Beaucoup d'autres, la datation au carbone 14, on en entend beaucoup parler parce qu'elle est beaucoup utilisée dans le domaine du vivant pour dater des organismes anciens, pour dater notamment la date du décès de ces organismes. Mais il y a beaucoup d'autres techniques qui sont basées sur les éléments radioactifs présents naturellement sur la Terre. Il s'agit spécifiquement de l'uranium et de ses descendants, du thorium et de ses descendants, sachant que l'uranium existe en 2 exemplaires, l'uranium 235, l'uranium 238. Ces différents éléments-là sont présents sur la Terre depuis sa formation et se désintègrent depuis. Et en fait, grâce aux relations de filiation qu'il y a entre ces uraniums, thorium et leurs descendants, les noyaux qui sont produits à l'issue de la radioactivité, on arrive à dater des événements sur des échelles de temps beaucoup plus longues que ce qu'on arrive à faire avec le carbone 14, par exemple. Le carbone 14, on date de quelques centaines d'années à quelques dizaines de milliers d'années, on va dire. Avec d'autres éléments, on peut remonter à des millions, voire milliards d'années. Et aussi, du coup, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est, mais du coup, le domaine de la radioactivité, c'est pas un domaine que physique. En fait, on touche à plein d'autres domaines, scientifiques, avec, je pense, à la médecine, à la biologie ou à la géologie, comme on l'a un peu dit. Mais du coup, on touche aussi à tout ce qui est historique, finalement, et tout ce qui est géographique. On touche un peu à tout le monde, même pour le commun des gens, pour construire une maison, ou pour étudier un sol ou autre. Mais en fait, absolument. Si on n'avait pas la radioactivité, la connaissance qu'on aurait du monde et du vivant en particulier serait totalement différente. Une grande partie des représentations qu'on a de l'histoire des espèces vivantes et des espèces, des systèmes non vivants comme la Terre, mais c'est vrai aussi pour une partie de l'histoire du cosmos, provient de la radioactivité. Donc effectivement, on accède, grâce aux techniques basées sur la radioactivité, on accède à des informations qu'on n'aurait pas autrement. Et du coup, je reviens vite fait à quand même les 2 gros sujets qu'on avait abordés sur cette vidéo, qui étaient le côté environnemental et le côté médical. Pour le côté environnemental, déjà pour commencer, c'est quoi les études actuelles? Sur quoi elles portent? Quelles sont leurs expériences, justement, leur fonctionnement? Et quelles sont les découvertes qu'elles font? Vers quoi cherchent-elles? Qu'est-ce qu'elles cherchent à découvrir? Là aussi, c'est une question qui est vaste. La radioactivité dans le domaine environnemental est utilisée pour énormément de choses. Peut-être le mieux c'est de donner quelques exemples, comme ça donnera un aperçu de ce qui peut être fait dans ce domaine. Dans le domaine de la volcanologie, par exemple, certaines études basées sur la radioactivité permettent d'acquérir des informations sur ce qui se passe en sous-sol. Les volcans sont des édifices qui sont très complexes, avec des dynamiques complexes, dynamiques auxquelles on n'a pas accès parce qu'elles se situent en sous-sol, et les moyens d'investigation sont assez limités. La radioactivité permet de fournir, en mesurant à la surface, les éléments radioactifs qui sont émis par le volcan, permet d'apprendre des choses sur ce qu'il se passe en sous-sol, et par exemple, d'avoir une idée de à quelle profondeur peuvent se trouver les réservoirs magmatiques. Combien de temps
peuvent résider les magmas dans ces réservoirs. Voilà typiquement le genre d'informations auxquelles on peut avoir accès en mesurant la radioactivité en surface. Bon, il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner, mais il y a aussi tout un volet d'études qui porte sur la radioactivité artificielle, parce que de la radioactivité, donc en plus d'être présente naturellement sur la Terre, elle peut être produite par les activités humaines, et cette radioactivité dite artificielle peut se répandre sur la Terre, et on peut avoir donc en plus de la radioactivité naturelle, une radioactivité artificielle qui vient contaminer des sites. Et donc il y a tout un champ de recherche qui porte sur l'étude de ces sites contaminés par la radioactivité artificielle pour évaluer l'ampleur de la contamination et les risques potentiels associés. Du coup, on a la radioactivité naturelle et artificielle. Et ces deux radioactivités-là, on les différencie, mais est-ce que c'est dans leur fonctionnement, dans le fond de comment elles ont été produites et comment elles fonctionnent, ou est-ce que c'est plus dans leurs impacts sur les endroits où elles sont, des endroits où elles ne devraient pas être, ou des endroits où elles doivent être plus présentes ou moins présentes? Un peu des deux. La radioactivité naturelle, elle, est présente naturellement sur Terre. Elle était présente dans le nuage à partir duquel les planètes du système solaire se sont formées, et elle s'est accrétée elle s'est retrouvée dans les astres du système solaire. La radioactivité artificielle, elle, est produite en laboratoire, avec des infrastructures de laboratoire, des infrastructures industrielles parfois. C'est le cas notamment dans le domaine de la médecine. Tous les éléments radioactifs qui sont utilisés dans la médecine sont produits dans des laboratoires en grande quantité et sont ensuite utilisés par les centres hospitaliers pour injection dans les patients, etc. Donc au niveau de la production de l'une et de l'autre, on a affaire à des processus qui sont très différents. Et au niveau de la façon dont ces éléments radioactifs se répartissent sur la Terre, c'est aussi très différent, parce que les radionucléides artificiels sont répartis de manière extrêmement hétérogène. Typiquement, les processus qui peuvent amener à une dissémination de radioactivité artificielle sur la Terre, c'est typiquement un accident nucléaire, c'est typiquement l'explosion d'une bombe nucléaire, comme il y en a eu beaucoup au cours du XXe siècle, ce qui a conduit aujourd'hui à tout un tas de éléments artificiels qui sont présents sur la Terre. C'est aussi, je le mentionnais précédemment, tous les éléments qui sont produits par exemple dans le domaine de la médecine, qui se retrouvent après injectés dans les patients, se retrouvent après dans les effluents, sous forme liquide, sous forme solide, et se retrouvent dispersés. Et vu qu'on parle justement du XXe siècle un peu et de tout ce qui est accident nucléaire ou bombe nucléaire, on parle souvent de s'il y avait une guerre froide où il y aurait eu beaucoup de bombes nucléaires, on parle d'hiver nucléaire. Ce phénomène, il est théorique du coup, et pourquoi il existerait? Est-ce qu'on a des explications? Quels sont les phénomènes qui y emmèneraient? Et en quoi ça consisterait vraiment? L'idée, c'est un peu comme dans les hivers dits volcaniques, c'est-à-dire que si on fait exploser trop de bombes, parce que évidemment personne ne le souhaite, supposons, alors beaucoup de matière serait mise en suspension, beaucoup de poussière se retrouverait en suspension dans l'atmosphère, ce qui aurait pour effet d'opacifier l'atmosphère et de faire que la fraction du rayonnement solaire qui parvient jusqu'au niveau du sol, là où nous vivons, serait réduite. Ça changerait complètement les dynamiques atmosphériques et climatiques. C'est assez impressionnant de voir ça quand même. Oui, alors pourvu que ça reste juste une expérience de pensée et pas une expérience réelle. Dans le sens où c'est assez impressionnant, dans le sens où ce serait assez violent pour l'espèce humaine et on se rend compte du danger que ça peut avoir pour nous tous. Autrement, du coup, vous nous aviez parlé un peu du domaine médical. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, par exemple, sur les différentes applications qu'on peut faire de la radioactivité? Je peux peut-être donner comme exemple un sujet sur lequel j'ai travaillé avec mon équipe il y a quelques années, qui est le domaine des traitements de cancer par rayonnement. Les cancers, tout le monde sait ce que c'est, il y a différentes façons, différentes approches thérapeutiques pour traiter les cancers. Il y a tout un arsenal thérapeutique qui existe, qui inclut la chirurgie, la chimiothérapie et de la thérapie par rayonnement. Dans la thérapie par rayonnement, une chose sur laquelle on a pu travailler, nous par exemple, ici à Clermont,
c'est la thérapie par rayonnement par faisceau de hadrons et par faisceau de protons en particulier. Il y a des centres hospitaliers qui traitent des patients en envoyant dans ces patients, au niveau de la tumeur, des faisceaux de protons qui vont interagir dans la tumeur, détruire les cellules tumorales, si le traitement se passe comme prévu, guérir du cancer. Ces techniques basées sur l'irradiation par faisceau de protons, en fait, elles ont une propriété intéressante qui est que lorsque le proton parcourt une certaine distance dans le patient, eh ben il va, le long de son parcours, créer de la radioactivité dans le patient. Donc le patient va devenir radioactif sous l'effet de l'irradiation. Comme on l'a vu, la radioactivité, c'est quelque chose qui émet des rayonnements. Cette radioactivité induite dans le patient, il se trouve qu'on peut la mesurer en mettant des détecteurs de radioactivité, enfin des détecteurs de rayonnement à l'extérieur du patient. Le patient qui est donc irradié devient radioactif, devient source de rayonnement que l'on mesure en positionnant des détecteurs de particules à l'extérieur du patient. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de suivre le faisceau des protons à l'intérieur du patient et de s'assurer que les protons ils sont bien dirigés vers leur cible qui est la tumeur et pas à côté, ce qui pourrait être extrêmement problématique. S'ils sont dirigés vers des organes sains, vous imaginez les conséquences. Donc du coup, le danger, c'est qu'il y ait un détournement de ce faisceau vers des organes qui ne devraient pas l'avoir, mais finalement, le contrôle fait que le faisceau devrait viser seulement la tumeur. Exactement. Un des grands enjeux de ces techniques de traitement de tumeurs par faisceau de protons, c'est de vraiment s'assurer de la balistique du faisceau, vraiment s'assurer que le faisceau est bien dirigé vers la tumeur. Et en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je veux dire, il y a tout un tas d'effets qui font que on peut viser un peu à côté. C'est extrêmement important de s'assurer qu'on vise au bon endroit, et les techniques dont je viens de parler, basées sur la mesure des rayonnements provenant de la radioactivité induite, sont une approche qui permet de suivre le parcours des protons dans le patient et de s'assurer qu'on vise au bon endroit. C'est quand même vachement intéressant pour la vie de plein de gens qui du coup sont atteints de ce genre de maladie, qu'on espère pouvoir traiter, qu'on espère pouvoir améliorer leur quotidien, leur vie finalement, espérer de pouvoir la faire continuer le plus possible. Et c'est un secteur qui, je suppose, est en plein essor. Alors ce secteur, oui, et ce secteur de la thérapie par faisceau de protons connaît un certain essor. Après, il reste quand même assez peu utilisé par rapport aux radiothérapies dites conventionnelles, basées sur des faisceaux de photons. L'essentiel de ce qu'on appelle la radiothérapie à l'heure actuelle, ça reste de la radiothérapie basée sur des faisceaux de photons. La radiothérapie dont je parlais, basée sur des faisceaux de protons, reste minoritaire dans le paysage global, mais elle est très intéressante pour cibler certaines tumeurs particulières, comme les tumeurs oculaires par exemple, les tumeurs cérébrales, certaines tumeurs pédiatriques pour lesquelles l'efficacité du faisceau de protons peut avoir des bénéfices par rapport à ce qu'on pourrait obtenir avec un faisceau de photons. Et bien surtout ces messages finalement encourageants, que ce soit par rapport à la médecine ou par rapport à l'environnement, cette meilleure compréhension finalement des risques et de la naturalité finalement de la radioactivité, qui n'est pas une création humaine qui est foncièrement uniquement dangereuse, elle a des avantages comme on vient de les citer. Comment on pourrait nommer ce podcast finalement, cet épisode ? On a pas mal parlé de radioactivité. La radioactivité commence à avoir une histoire assez longue derrière elle, mais je pense que cette histoire n'est pas terminée et qu'il y a encore beaucoup de recherches qui vont avoir lieu dans ce domaine-là et d'utilisation, d'application dans les domaines médicaux, environnementaux. Je donnerais bien le nom radioactivité, l'histoire continue. J'aime beaucoup ce nom. Et du coup, je pense qu'on peut vous demander le petit mot de la fin, si vous en avez un. Eh ben, oui, alors disons que si les auditeurs qui nous écoutent sont
sont des gens qui sont intéressés par la compréhension du monde et par les techniques scientifiques qui permettent d'acquérir et d'approfondir cette compréhension, bah, j'aurais envie de dire euh, euh, restez curieux, voilà. Restez curieux des phénomènes qui vous entourent, cherchez à les comprendre par vous-même. C'est un peu ce qu'on demande à chaque épisode finalement. Et c'est ce qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est que vous serez présents sur les prochaines vidéos pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir être plus curieux. C'était Captain Compton. C'était Lei, merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, rejoignez-nous.